Ce podcast raconte les coulisses du trafic de drogue marseillais. Une enquête immersive et inédite, désormais disponible en librairie. Entre thrillers, documentaires et reportages, Cartel Nord, le livre publié aux éditions du Cherche Midi, plonge le lecteur dans la nouvelle ère du narcotrafic. Précédemment, dans Cartel Nord. On est dans une époque de contre-culture, de contestation par une partie de la jeunesse. Le rapport de l'Octrice qui est de 90, il va dire que le cannabis, c'est la drogue la plus consommée, 69%. Moi, je pense que les politiques, au sens marseillais du terme, sont les gens qui sont toujours les derniers à comprendre le fonctionnement des quartiers. Implanté, enraciné dans les cités, le trafic de drogue se structure et se professionnalise dans les années 2000 à Marseille. Face à cette réalité, le politique local s'efface et confie à l'État la responsabilité d'agir. Mais dans les années 2010, la violence entre réseaux explose, la réponse répressive s'intensifie sans jamais parvenir à enrayer le phénomène. Alors les opérations policières se multiplient et Marseille devient le terrain d'expérimentation privilégié des politiques nationales de lutte contre le narcotrafic. Bienvenue dans Cartel Nord, une plongée inédite dans le trafic de drogue marseillais. Un podcast original, La Provence. Épisode 4, le laboratoire marseillais. 4 avril 2006, Farid Berama, caïd marseillais fiché au grand banditisme, pousse la porte du bar des Marronniers dans le 13e arrondissement de Marseille. Sur l'écran de télévision, un match de football est retransmis et à une table, Farid Berama discute avec deux hommes quand soudain, un peu après 21h, un commando de 8 hommes encagoulés surgit. Sans sommation, ils ouvrent le feu, abattent les 3 hommes de sang-froid et plongent le bar des Marronniers dans une scène d'horreur. La mort de Farid Berama marque alors une bascule dans l'histoire du banditisme à Marseille. C'est un des premières personnes des quartiers nord à vraiment vouloir s'étendre, à vouloir prendre une place au-dessus du milieu traditionnel ou à côté et après au-dessus. Laurent d'Ancona est chef du service police-justice au journal La Provence. Berama, ça a marqué une bascule, mais sans lui, cette bascule aurait existé quand même, comme on le voit dans tous les autres pays européens. Il y a des milieux plus cités qui arrivent, qui prennent la place avec le milieu traditionnel. C'est lié à l'évolution du marché criminel, où la drogue prend de plus en plus d'ampleur, où ça rapporte de plus en plus d'argent, parce qu'il y a de plus en plus de consommateurs. Donc forcément, les règlements de compte, les batailles entre entreprises criminelles, elles sont effectivement autour du trafic de drogue qui génère tellement d'argent, et avec l'arrivée de la cocaïne encore plus, qui fait qu'automatiquement, les règlements de compte se font autour de ce marché-là. La mort de Berama coïncide donc avec la dissémination des réseaux de trafic de drogue dans les quartiers. Cette fragmentation du milieu criminel dans les années 2000 engendre alors une succession de conflits pour le contrôle du juteux trafic de cannabis. S'en sont suivis toutes ces séries de règlements de compte. Le juge Patrick Ardide est ancien président de la 7e chambre du tribunal correctionnel de Marseille. Et c'est parallèle en fait. Tout ça se passe au même moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir cette guerre dans les années 2010 entre les blacks et les gitans. Mais en même temps, vous avez la guerre à fond vert qui se déclare entre les tirs et les Redmania. Là-dessus, une équipe qu'on n'avait pas trop vu venir, l'équipe de Marignane qui commence à apparaître dans le giron. Des alliances entre fond vert, entre les tirs en tout cas, et l'équipe Bérébou des Flamands. Et là, ça commence à tirer dans tous les côtés. Et ces règlements de compte, ça va être sur du long terme. C'est pas 2 règlements de compte. Ce sont des années à se tirer dessus, à essayer de récupérer là les micocouliers, là le plan d'Aou, etc. Donc là, ça devient réellement un problème central. Et ainsi se met en place un système où les uns éliminent les autres, voire favorise l'élimination des autres pour pouvoir prendre le plan à leur place, voilà. Et là, ça devient mortifère, c'est-à-dire qu'on va avoir 20, 30 règlements de compte tous les ans. On n'est pas dans des combats communautaires, il faut le comprendre, c'est vraiment du trafic, c'est du business. Ce qui compte, c'est l'argent. L'évolution qu'il y a eu, c'est qu'il y a des clans associés à des quartiers, parce que la drogue, les trafics de drogue se sont implantés dans des quartiers, et donc ces points de deal ont donné le nom à des quartiers,
qui, par logique presque territoriale, ont accentué des guerres. Il y a des noms de quartiers qui sont associés à des points de deal, qui sont associés à des réseaux maintenant, et qui se battent entre quartiers, entre réseaux, pour prendre l'hégémonie. Ça, c'est nouveau. Entre 2007 et 2009, le nombre de règlements de compte à Marseille dans sa périphérie ne cesse de grimper et dépasse la 20aine de morts par an. Ces meurtres, entre vendetta dans le milieu traditionnel et assassinats sur fond de trafic de stupéfiants dans les quartiers nord, interpellent l'opinion publique. Pourtant, ils ne suscitent guère d'indignation au sein de la classe politique. Une escalade de la violence à laquelle le politique local, et notamment le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, choisit de rester à l'écart. Jean-Claude Gaudin est maire de Marseille. Il faut comprendre quelque chose, c'est que à cette époque-là, la ville se gagne par secteur. C'est-à-dire qu'il faut avoir, pour être maire de Marseille, 4-5 secteurs. Jean-Claude Gaudin, il sait très bien que les quartiers nord, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ils vont voter à gauche. Donc pour lui, c'est des territoires perdus, en fait. Et au lieu d'avoir une vision, je suis maire de Marseille, l'important, c'est quand même de faire en sorte que Marseille, dans son ensemble, qu'on vote pour moi ou qu'on ne vote pas pour moi, se porte mieux. Il a une vision clientéliste électoraliste qui consiste à dire, alors moi, les quartiers nord, je m'en fous, il y a des morts, ils se déplacent jamais, il n'y va jamais. Il y a une forme d'indifférence de la population marseillaise aussi, des autres secteurs, disant, c'est leur problème. À Marseille, il y a une indifférence très forte des gens qui vivent dans les quartiers sud et est, et un peu au centre-ville, par rapport à ce qui se passe dans les quartiers nord, en disant, écoutez, c'est quand même ça reste leur problème. Le PS marseillais n'est pas très intéressé par cette question-là, on va dire, ou s'en empare pas en tout cas. Et voilà, donc il y a une forme de silence autour de ça, comme si c'était une banalité. La gauche veut pas en parler, la droite s'en fout. Des règlements de compte en hausse, des politiques qui regardent ailleurs, mais bientôt, un événement tragique va forcer les élus à réagir. 19 novembre 2010, Jean-Michel Gomez, un adolescent de 16 ans de la cité du Clos-la-Rose à l'est de Marseille, est assassiné à proximité d'un point de deal. Pour la première fois à Marseille, un mineur tombe sous les balles des trafiquants de drogue. Jusque-là silencieux sur le sujet, le maire Jean-Claude Gaudin dénonce alors publiquement l'impunité des trafiquants de drogue et en appelle à l'intervention de l'État. Ce qui se passe est véritablement abominable. Maintenant, on va tuer des enfants ou des adolescents. Quant à ces ventes de Kalachnikov, il faut bien entendu aussi que l'État intervienne. Son appel est entendu par le gouvernement et Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, se rend dès le lendemain à Marseille et annonce des mesures fortes. Et je demande à ce qu'il y ait des opérations systématiques, fortes, régulières, de sécurisation des halls d'immeubles et des caves, comme nous l'avons fait dans un certain nombre de départements de notre territoire et tout récemment encore dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans la lignée du virage sécuritaire amorcé quelques années plus tôt, qui a progressivement pris le pas sur l'action sociale, les opérations policières se multiplient à Marseille. En l'espace de seulement 15 jours, 30 opérations sont menées. Résultat, 102 personnes interpellées, 49 armes saisies et 56 kilos de cannabis récupérés. Il y a quand même un paradoxe fort parce que Brice Hortefeux arrive en faisant les gros bras, en montrant ses muscles. Il donne un nom à cette opération, c'est l'opération Brennus, c'est le début des noms d'opérations en fait. Genre, il y a chaque ministre de l'Intérieur après lui va donner, à chaque fois qu'il arrive, avant les ministres donnaient leur nom à des lois pour marquer leur empreinte, là maintenant ils donnent leur nom des opérations. On est dans le total répressif qui a des effets sur le coup avec des arrestations. Ces opérations-là font de l'image, elles produisent de l'audience, elles donnent une image du ministre de l'Intérieur musclé qui va lui servir politiquement. Mais ça ne résout rien parce que le trafic repart, la consommation continue, augmente et les points de deal restent ouverts. Bon, voilà. Bien décidé à enrayer le trafic de drogue, le gouvernement multiplie au début des années 2010 les opérations policières. Mais sur le terrain, la réalité du trafic contredit les plans de l'État. Entre 2011 et 2012, les règlements de compte s'enchaînent pour le contrôle du toujours plus lucratif trafic de drogue. Face à ce constat, l'État va alors changer de braquet et tenter une nouvelle approche pour enrayer la machine à cash du trafic de stupéfiants. Au printemps 2012, la France vient de changer de gouvernement. Avec l'élection de François Hollande, la gauche arrive au pouvoir. Mais à Marseille, les fusillades sur fond de narcotrafic ne s'arrêtent pas. 5 avril, 11 avril, 12 avril, 1er mai,
11 mai, 28 mai, les morts par balle s'enchaînent. Face au risque de perte de contrôle, Samia Ghali, une élue locale, monte alors au créneau et propose une mesure choc. On est dans une spirale avec des jeunes qui se tuent à l'arme de guerre. Et ça, c'est insupportable. Et face à une situation insupportable, il faut des moyens colossaux, il faut des moyens forts. Je sais que c'est choquant, mais à un moment, il faut accompagner la police. Et si les moyens de la police ne sont pas suffisants, si l'armée doit venir en aide à la police, il n'y a pas de honte à demander réclamer à ce que l'armée vienne accompagner la police pour désarmer ces cités qui en ont bien besoin, parce qu'il est insupportable de voir aujourd'hui des jeunes s'entretuer sous le coup du règlement de compte, qui n'est pas toujours des règlements de compte, mais même si c'est des règlements de compte, c'est insupportable, c'est quand même des meurtres qui sont commis chaque semaine sur la ville de Marseille. Chez Samia Ghali et chez le politique, souvent, il y a toujours deux données à prendre en compte. Samia Ghali a grandi dans ses quartiers. Je pense que très sincèrement, elle est touchée quand elle voit dans ses quartiers des morts qui s'enchaînent, le trafic qui prend de l'ampleur. Il y a une émotion réelle. Il y a de l'autre côté une grande part de calcul politique. Elle veut être transgressive. Elle sait qu'elle est identifiée à gauche de cité. Elle se dit qu'en surjouant le côté répressif, elle va arriver à créer quand même quelque chose autour d'elle, et c'est ce qui se passe. C'est un coup politique qui a le mérite de faire comprendre à certains peut-être l'ampleur de la problématique à Marseille à ce moment-là. La proposition fait polémique et ne sera reprise ni à gauche ni à droite. Elle témoigne néanmoins de l'urgence à agir pour endiguer la spirale des règlements de compte. Et en octobre 2012, sous l'impulsion du Premier ministre Jean-Marc Ayrault et de son ministre de l'Intérieur Manuel Valls, le gouvernement nomme à Marseille un préfet de police de plein exercice, crée des zones de sécurité prioritaires et déploie une nouvelle méthode d'action sur le terrain, l'approche globale. Missionné pour rédiger un rapport sur cette nouvelle méthode, l'ancien officier de police Serge Supersac en détaille les 4 phases d'application. Alors, la première phase, c'est ça va plus. C'est-à-dire que ça dépasse l'entendement, l'ordre public, ça se voit, tout le monde gueule, ça va pas. Donc la police d'investigation travaille sur la question pendant 1 mois, 2 mois, le temps qu'il faut. Et puis, il tombe le réseau. Tout le monde est interpellé, le trafic doit s'arrêter. Bien. Deuxième phase, c'est la phase le quartier. Cadre de vie. C'est-à-dire que on réhabilite le quartier. Alors, on enlève les voitures épaves, on gère un petit peu parfois les commerces clandestins au niveau de la nourriture ou des choses comme ça, tout ce qui existe dans le quartier. Ça remet tout ça à propre. Troisième phase. Alors là, on remet en place tous les travailleurs sociaux. Et après, la 4e phase, c'est s'il y a un problème, on fait le SAV. L'approche globale, pour le coup, c'est quand même une approche, de mon point de vue, plus intéressante. Laurent D'Ancona est le chef du service police-justice à la Provence. Parce qu'on se dit, alors le total répressif, ça marche pas. Et si on s'intéressait aux vrais problèmes, pourquoi donc tous ces gamins attaquent des réseaux, pourquoi ces réseaux sont aussi forts, pourquoi... Et si on s'attaquait un peu aussi à la source, au-delà de la répression, c'est-à-dire l'abandon des services publics, à des écoles qui s'effondrent, à des gens sans logement, des logements dégradés. Donc on va en citer, on attaque le réseau, mais on occupe un peu et on essaie de remettre du service public, de l'ordre, de la propreté. C'est une approche plus complexe et peut-être plus intéressante, mais qui demande des moyens et qui demande à ce qu'elle soit tenue sur une durée importante. Après 8 mois de travail pour juger de l'efficacité de l'approche globale dans le quartier de Frévalon, Serge Supersac livre ses conclusions au préfet de police. Pour la préfecture de police, on est toujours dans la même logique du chiffre. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant démantelé parce qu'ils ont bénéficié de 2 ou 3 compagnies supplémentaires pendant un temps donné, ce qui est au plan national exceptionnel parce qu'on donne pas les compagnies au bureau de coordination des forces mobiles, on donne pas les compagnies comme ça. Il faut justifier quand même parce que sinon tout le monde en demande. C'est fastoche le truc. Non. Donc là, on est toujours dans la logique. Donc on ne sait pas, on ne s'interroge pas. Est-ce qu'on fait vraiment mal au trafic dans sa capacité de régénération, si je puis dire, ou non, on ne s'interroge pas. On fait du chiffre, on fait une présence, voilà. Pendant plusieurs mois, l'approche globale se poursuit, et comme pour les opérations coup de poing 2 ans plus tôt, elle ne parvient pas à mettre un terme au trafic de stupéfiants. Et 3 ans plus tard, un événement va illustrer ce décalage entre l'hyperviolence des réseaux et l'action politique.
Le quartier de la Castellane, totalement bouclé par les forces de l'ordre. 9 février 2015, Manuel Valls, nommé Premier ministre, se déplace à Marseille pour annoncer une baisse des chiffres de la délinquance sur le département. Ironie de l'histoire, le matin même, une véritable scène de guerre se déroule en plein jour dans la cité de la Castellane. À 9h du matin, une fusillade digne d'une série américaine éclate dans la cité de la Castellane. En embuscade, des mercenaires venus du Kosovo prêtaient main forte à une bande locale sur fond de contrôle du trafic de drogue. La séquence fait la une des JT. En poste ce jour-là, l'ancien directeur départemental de la sécurité publique, Pierre-Marie Bourniquel, se souvient. Et là, je reçois à la salle de commandement un coup de téléphone du préfet de police, M. Bonetta, qui s'apprêtait à prendre, qui était à Paris, qui s'apprêtait à prendre l'avion avec le Premier ministre, qui me téléphone et qui me dit « Pierre-Marie, est-ce que tu es au courant de ce qui se passe à la Castellane ?» Ah, qu'est-ce qui se passe à la Castellane? Et au moment où nous arrivons sur la place, on entend une rafale. Un kalachnikov. Très proche. On sort des voitures, et là, deuxième rafale. Donc je vois l'officier qui se jette au sol, et qui se relève, tout pâle. Il m'a dit, vous avez vu, patron, c'est passé au-dessus de nous. Et effectivement, il y avait une haie au-dessus de nous, il avait vu des feuilles un peu bouger. Et tout de suite après, il y a des individus qui arrivent, assez hilars, des jeunes de quartier qui se moquent un peu de nous en disant, si vous descendez, vous allez vous faire flinguer, ils vous attendent en bas. Aucun mort, aucun blessé, mais cette fusillade en plein jour, en pleine visite du Premier ministre, laisse des traces, et pour le gouvernement, l'image est catastrophique. Et elle symbolise surtout le fossé béant entre les mesures gouvernementales et la réalité d'un trafic de drogue aux méthodes violentes de plus en plus décomplexées. Opération coup de poing, zone de sécurité prioritaire, approche globale, puis pacte national ou encore stratégie de reconquête. Dans la décennie 2010, les mesures politiques de lutte contre la délinquance et le trafic de drogue s'accumulent à Marseille. Des outils différents, aux résultats similaires, aucun ne permet de mettre un terme au trafic et à la violence entre réseaux. Pour preuve, les 176 règlements de compte entre 2011 et 2019, soit en moyenne 20 morts par an. Au-delà de Marseille, le problème de narcotrafic s'impose de plus en plus comme un enjeu national, tant il s'étend dans toutes les grandes métropoles de France. Pourtant, année après année, gouvernement après gouvernement, c'est ici, dans la deuxième ville de France, que sont lancées la plupart des grandes opérations nationales. Ça fait bien de venir à Marseille expérimenter des politiques contre la criminalité. Claire Duport est sociologue, chargée de recherche au sein de l'association Transversité. Parce que dans l'imaginaire collectif, national, pas que local, Marseille est la capitale du crime. Ouais. Et donc si on réussit là, on réussira partout. Dans la réalité des faits et des données précises, Marseille n'est pas la capitale du crime. Mais bon, c'est ici que viennent s'expérimenter depuis, 2010. Et ces politiques de lutte contre la criminalité et en particulier le trafic. À l'orée des années 2020, le narcotrafic prend une ampleur inégalée à Marseille. En 2021, plus de 150 points de deal sont recensés. Et la spirale de la violence ne cesse de s'accentuer. Pilonnage, opération Place Nette XXL, les mesures répressives continuent, elles portent des coups aux narcotrafiquants, mais face à une consommation de drogue massive et des réseaux hyper structurés, ces opérations politiques ne parviennent pas à mettre un terme au trafic de stupéfiants. Du moment où Marseille est un laboratoire sur le trafic de drogue, il y a plusieurs moyens, plusieurs méthodes pour traiter le problème. On a bien vu que le côté descente, opération de coup de poing, place XXL, les résultats, on va dire, ils sont à minima mitigés. Alors certes, les points de deal baissent, il y a de moins en moins de points de deal. Les réseaux n'ont jamais brassé autant d'argent. La drogue n'est jamais autant rentrée. Donc on ne peut pas dire que cette politique-là soit une réussite. Ce laboratoire Marseille-là, quels que soient les comptes politiques, quels que soient les ministres qui sont passés, si on regarde objectivement, ils ont tous échoué. Alors, ça leur a pas coûté politiquement parce qu'ils ont réussi quand même à imposer, grâce au côté Marseille drogue, Marseille trafic, une image de personnages forts, qui ne transigent pas, qui mènent la fameuse guerre à la drogue. Peut-être qu'il aurait fallu que ce soit aussi, alors après c'est aux politiques, c'est leur métier, voir si ça peut être un laboratoire, dans la prévention, dans le traitement de la toxicomanie, ce qui est une maladie pour beaucoup, et voir pourquoi pas essayer, je sais pas, comme dans d'autres pays, est-ce que légaliser le cannabis,
Il y a des voix qui se lèvent pour le demander, mais elles sont systématiquement éteintes parce que c'est accusé d'être laxiste. En réalité, est-ce que c'est pas du pragmatisme? Voilà. C'est des questions, mais ce n'est jamais. C'est des thématiques qui n'existent pas, qui sont éteintes par le côté spectaculaire d'une arrestation, d'un règlement de compte, d'un assassinat, et par un refus opportun des politiques de vouloir y réfléchir ou de vouloir voir cette réalité-là, parce qu'ils pensent que ça rapporte pas électoralement. Implanté d'abord de manière artisanale dans les quartiers durant les années 90, le trafic de drogue et celui du cannabis en particulier est longtemps passé sous les radars du politique. 30 ans plus tard, le politique cherche encore la recette pour endiguer l'emprise du narcotrafic. Mais alors, que faire? Par quels moyens le politique peut-il agir? Et est-il capable de réellement mettre un terme à cette économie parallèle qui génère plusieurs milliards d'euros par an? Après avoir tenté d'agir dans le cadre exécutif par des actions policières, en 2025, il change de braquet et décide de modifier la loi. Un épisode de Cartel Nord chaque mercredi sur les plateformes habituelles. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.